Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppan Gangnam Style. Alors, une petite remarque avant de passer au paragraphe d'exemple d'application du PFD. Une définition qu'on voit dans pas mal de livres, c'est système isolé, système pseudo-isolé. Donc je donne ça, remarque. Un système est isolé lorsque aucune force ne s'applique sur lui. Lorsqu'aucune force ne s'applique sur lui. Voilà. Est-ce que c'est possible, ça? Non. A priori, non, parce que, par exemple, les forces de gravitation, elles sont de portée infinie. Alors, en fait, après, tout dépend dans quel référentiel on se place. Et la théorie de la relativité générale a démarré avec cette réflexion d'Einstein. Il s'est demandé ce qu'il se passerait si on faisait de la physique dans une cabine d'ascenseur, par exemple, en chute libre. Dans une cabine d'ascenseur en chute libre, il n'y a plus de gravitation. Bon, vous réfléchirez, je ne parle pas de ça maintenant, mais voilà, a priori, par rapport à ce qu'on a dit avant, les forces de gravitation sont de portée infinie, donc il y a toujours des forces de gravitation. Alors maintenant, souvent, puisque ça s'applique jamais au sens strict, on parle souvent de système pseudo-isolé. Il faut savoir que ça veut dire simplement que la somme des forces appliquées au système est nulle. Donc un système est pseudo-isolé lorsque, je vais l'écrire avec une petite équation, lorsque la somme des forces appliquées au système, bien sûr, est égale à 0. Voilà. Petite définition. C'est bon, c'est clair? Alors, ça, c'est pas le principe d'inertie, mais le principe d'inertie commence par ça. On suppose que la somme des forces est égale à 0 ou qu'il n'y a aucune force, et on en déduit que le vecteur vitesse est constant, et réciproquement. Ensuite, une petite remarque sur une question qu'on m'a posée plusieurs fois. Pour plusieurs d'entre vous, ça semblait bizarre, cette histoire de troisième loi de Newton. Vous n'arrivez pas à voir, par exemple pour la fusée, comment la fusée peut pousser, comment les gaz peuvent pousser sur la fusée. Alors, peut-être que ça vous semblera plus concret si, imaginez-vous, vous êtes en patin à roulettes, là, dans la salle, ça roule bien, puis vous avez un gros ballon de basket. Hein, vous le portez, vous êtes en patin à roulettes, et puis à un moment, vous éjectez votre ballon de basket, vous l'éjectez dans cette direction-là. Ben vous allez ressentir, le ballon, il va pousser sur vous au moment où vous l'éjectez. Ben c'est exactement la même chose pour la fusée avec les gaz. Au moment où elle éjecte ces gaz, les gaz exercent bien une force sur la fusée. Voilà. Bon, toujours est-il que voilà, la physique est comme ça. Ok, c'est bon pour tout le paragraphe d'avant. Donc on va faire vraiment les exemples les plus classiques, le cœur de tout ce qui arrive dans tous les exercices. Grand C. Application du principe. Alors PFD, je vais mettre PFD, je vous rappelle, pour principe fondamental de la dynamique, c'est la deuxième loi de Newton, c'est somme des forces égale masse fois accélération. Alors, je rappelle la méthode générale, puis on va faire quelques exemples ensemble. Méthode générale. Il faut préciser le système. Alors, ça, bon, en principe, il faut le faire, mais c'est souvent tout à fait évident, puisque nous, dans quasiment tous les exercices qu'on va faire, le système, il n'y aura qu'un objet. Ça devient plus intéressant si votre système est composé de plusieurs sous-systèmes. Dans ce
cas, on peut se demander quelles sont les forces. Si vous avez 3 sous-systèmes A, B, C, vous demandez quelles sont les forces subies par B, par C, par A, ça ne sera pas les mêmes. Mais ça sera assez rare dans les exercices. Bon, en principe, on précise le système. Ensuite, on précise le référentiel. Et ce référentiel, normalement, il faut préciser s'il est galiléen ou pas. Mais bon, on ne fait plus au programme là, en première année le cas des référentiels non galiléens. Donc, je vous rappelle que, en ce qui me concerne, je vais toujours considérer, sauf mention explicite du contraire, le référentiel terrestre comme galiléen. Donc, moi je mets entre parenthèses terrestre, le trait galiléen. Donc ça c'est quelque chose d'assez systématique. Ensuite, on choisit un repère. Alors, le repère, c'est un système mathématique, c'est un système. Vous avez un point d'origine et un système d'axes qui sont fixes par rapport à ce référentiel. Le repère, il est intéressant pour la mise en équation. Vous avez plusieurs façons de choisir votre repère. Par exemple, l'axe Z, est-ce que vous le faites partir vers le haut, vers le bas? Est-ce que le point d'origine, vous le mettez au sol dans votre problème ou au niveau d'un arbre? Voilà, c'est ça le choix du repère. Donc, précisez le repère. Et puis après, on met en équation, donc on écrit le PFD, et on tombe sur une équation où intervient l'accélération. Donc on résout, résolution mathématique, c'est-à-dire qu'on doit passer de A, du vecteur accélération. En général, on vous demande quelle est la position de l'objet au cours du temps. Voilà, donc il faut arriver à partir du PFD à passer du vecteur accélération au vecteur position. Et une fois qu'on a obtenu une solution mathématique générale, il faut vérifier parmi toutes ces solutions laquelle correspond aux conditions initiales. Donc plus vérifier les conditions initiales. Voilà. Donc en pratique, les deux difficultés qui se posent, éventuellement c'est ici, à partir du PFD, comment écrire les composantes des forces qui nous intéressent. Donc pour ça, il faut faire un schéma. Après avoir fait son PFD, je mets schéma au-dessus de la flèche, parce que le schéma va nous aider à projeter astucieusement, si possible, les forces sur des axes bien choisis. Et à partir de ça, je vais pouvoir écrire des équations, qui sont des équations différentielles en général, qui vont me donner une solution mathématique générale, puis une solution particulière tenant compte des conditions uniques. Voilà le cadre général. Okay. Alors, donc je vais commencer par le plus simple possible, la chute libre rectiligne. Ici. Et donc, mettons qu'on considère une pomme qui se détache d'un pommier et on veut calculer sa durée de chute. Voilà. Alors, la pomme, on dirait qu'elle va être verte, parce que j'ai d'autres. Voilà, ici. Et elle va tomber. Alors, j'ai le niveau du sol. Bon, donc une question qu'on pourrait se poser, c'est où est-ce qu'on va mettre l'origine de notre repère. Et donc évidemment, on va prendre comme référentiel le référentiel terrestre. Donc je le mets ici, référentiel terrestre. Le système, ça va être la pomme. Voilà. Et donc je dois choisir mon repère. Alors souvent en fait, dans un problème comme ça, le plus simple, ça consiste à choisir l'origine du repère au niveau de la position initiale de l'objet. Donc moi je vais faire ça, je vais prendre un axe, un système d'axes que je vais appeler X comme ça, Y à la verticale, puis Z perpendiculaire à tout ça, système d'axes avec une origine, un point origine que je vais appeler O, qui est situé juste à côté de la pomme, ou sur la pomme si vous voulez, je veux qu'on voit quelque chose.
qu'est-ce qu'il faut que je précise évidemment, c'est quelle est la hauteur initiale de cette pomme par rapport au sol, hein, si je veux connaître à la fin la durée de la chute. Bon, je représente ça, voilà, H. Alors, pour écrire le PFD, j'aurais pu le mettre ici, il faut faire en fait d'abord un bilan des forces. Il faut se demander a priori quelles sont les forces. Un PFD, je le mets ici, hein, c'est avec le bilan des forces, c'est PFD, CF, bilan des forces. Voilà. Donc, ici c'est assez simple, je parle de chute libre, rectiligne. Donc par définition, chute libre, ça veut dire que je n'ai pas de force de frottement. Je n'ai pas d'autre force que le poids. Donc je représente une grande flèche pour que vous voyez quelque chose. Je représente le vecteur poids qui va être par hypothèse la seule force exercée sur cet objet. Bon, donc là, j'arrive à la résolution. Alors, je vais écrire le PFD. Le PFD s'écrit donc masse fois accélération égale somme des forces, c'est-à-dire ici égale le poids. Alors, je vais faire une hypothèse très raisonnable, c'est-à-dire que entre l'altitude initiale et l'altitude finale, le poids c'est toujours le même. Pourquoi est-ce qu'il se pourrait a priori que le poids ne soit pas le même entre le début et la fin? Oui. Parce que G peut varier. Et pourquoi G peut varier? Si on n'est pas à la même distance de la Terre. On n'est pas à la même distance du centre de la Terre. Hein, donc en toute rigueur, en fait, l'intensité de la pesanteur est un peu plus importante au niveau du sol qu'au-dessus. Bon, on verra ça après, là, quand on va aborder le cas de l'interaction gravitationnelle. Évidemment, je vais négliger ça. Hein, la physique, c'est une affaire d'approximation. Sinon, on ne s'en sort pas dans les calculs. Donc, je vais faire comme hypothèse, le vecteur G qu'on appelle intensité de la pesanteur, on va supposer qu'il a la même valeur en tout point de l'espace. On appelle ça un champ uniforme. G est uniforme. Bon, et si ça ne vous parle pas, ben on va mettre, c'est-à-dire qu'il a la même valeur en tout point. Alors je ne dis pas constant, parce que constant c'est plutôt dans le temps, il ne change pas au cours du temps. Là, il ne change pas à un instant donné, il a la même valeur en tous les points de l'espace. C'est un petit peu différent. Et donc, je vais pouvoir écrire que le vecteur poids, c'est P égale mg, c'est une constante. Voilà. Okay. Alors, je disais, on fait toujours des approximations. En fait, quand je dis que la pomme est en chute libre, il est évident que je fais déjà une approximation, je vais considérer que la vitesse de cette pomme est telle que les frottements de l'air restent négligeables. Non ? Ça, c'est pas dû au fait que c'est une pomme. Imaginez vous lancez une pomme d'un avion. Vous imaginez bien que la pomme, elle ne va pas accélérer indéfiniment. D'ailleurs, on va le voir dans un paragraphe un petit peu après. Donc là aussi, il y a une approximation, c'est que la hauteur n'est pas suffisante pour que commence à se faire sentir ces forces de frottement. Voilà. Autre approximation, autre chose que j'ai négligée tant qu'on y est. Qu'est-ce qu'on pourrait encore faire intervenir comme force? Oui. La tige qui reçoit. Alors la tige, mais une fois que la pomme est lâchée, la tige elle ne fait plus rien. C'est à partir du moment où elle commence à tomber. Qu'est-ce que je néglige en fait au cours de la chute quand je dis que la seule force qui s'exerce c'est le poids? Oui. Ça on vient de le discuter. Mais autre chose. Le vent, alors on pourrait dire que c'est lié au frottement de l'air. On néglige le vent, d'accord, l'atmosphère calme, et la poussée d'Archimède. D'accord? Et puis il y en a encore d'autres dont je ne parle même pas, mais qui ne viendraient pas à l'esprit. Bon, voilà, c'est de la physique. Il faut, pour modéliser un phénomène simple comme ça, il faut faire le tri entre les différentes forces qu'on pourrait imaginer. Et ça n'est qu'une approximation. Bon, voilà. Alors, donc, je peux écrire, donc, MA égale MG. Et il se trouve donc que c'est la même masse à gauche et à droite. Cette masse elle est différente de 0, je vais pouvoir simplifier. Alors ça vous semble peut-être évident, mais c'est en quelque sorte, ça a été longtemps un certain mystère de la physique, parce que la masse qui est là, qu'est-ce que ça représente? C'est ce qu'on appelle la masse inertielle. Je mets le mot masse inertielle. C'est pas au programme, mais quand même que vous sachiez un petit peu.
ça c'est la masse inertielle et ça c'est la masse gravitationnelle. Pourquoi est-ce qu'a priori il faut faire la distinction entre les deux? Parce que cette masse inertielle, ça vient du concept d'inertie. Le m qui est là, plus il est grand, plus il est difficile de mettre cet objet en mouvement. Si je reprends l'exemple rapidement du caddie que je pousse dans un supermarché, on avait fait le calcul de l'accélération du caddie si on appuie avec une force de 20 newtons dessus. Imaginez vous exercez une force de 20 newtons, mais pas sur un caddie, mais sur une Mercedes classe E, là, les gros machins. Et ben, même s'il n'y a pas de frottement, même si vous pouvez négliger tous les frottements, vous allez avoir du mal à la mettre en mouvement. Vous y arriverez, mais l'accélération de cette voiture-là va être beaucoup plus faible pour la même force. Ce qui a de l'inertie, c'est ce qui est difficile à mettre en mouvement. C'est le M qui est là. Bon. Alors que ça, pas du tout a priori. Ça, ce mg, ça dit quoi? Ça dit que tout se passe comme si la Terre, voilà, l'ensemble de la Terre, savait mesurer la masse de l'objet et décidait d'exercer une force proportionnelle à cette masse. Alors ça vous semblera peut-être encore plus bizarre si vous faites après de la relativité. Vous verrez qu'en relativité, la masse d'un objet, elle dépend, par exemple, vous avez des électrons, des noyaux dans l'objet, et bien la masse de l'objet dépend de l'énergie d'interaction entre les électrons et les protons. Si vous changez cette énergie, si vous recombinez les noyaux autrement, c'est-à-dire si vous faites une réaction de fusion nucléaire, ben vous changez la masse. Et donc, la Terre sait à distance que la masse a changé. Donc, ce n'est pas un truc facile à expliquer a priori. C'est exactement la même masse ici et là. Alors, en relativité générale, on arrive à expliquer ça, mais il y a des théories qui sont encore plus modernes que celles de la relativité générale, où on aimerait bien trouver une petite différence entre la masse inertielle et la masse gravitationnelle. Ça permettrait de confirmer certaines variantes de la théorie par rapport à d'autres. Et c'est pour ça que ça, c'est testé régulièrement. Il y a des expériences qui ont été faites encore cette année pour vérifier à quel point ces deux masses sont vraiment égales. Voilà. Pour l'instant, ça a l'air d'effectivement être le cas. Bon, bref, c'est des masses qui sont différentes de 0. On a une pomme qui est de masse non nulle. Je peux simplifier et donc j'arrive à A égale G. À chaque fois qu'on aura une chute libre, on pourra écrire finalement le vecteur accélération, c'est simplement le vecteur intensité de la pesanteur. Tiens, j'ai oublié d'écrire le nom, le petit g qui est là, ça s'appelle l'intensité de la pesanteur. Alors, maintenant que j'ai le vecteur accélération, résolution mathématique, il faut que je passe au vecteur position. Pour ça, je vais passer par le vecteur vitesse, puisque je sais que le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse. À l'inverse, le vecteur vitesse est donné par une primitive du vecteur accélération. Bon, je l'écris A égale dv sur dt, ça veut dire que v de t, c'est donné par une primitive, v de t, donné par une primitive du vecteur accélération, à une constante près qu'il faudra déterminer avec les conditions initiales. Alors, ici, j'ai un vecteur g qui est constant. Alors, vous savez comment, vous n'avez pas encore l'habitude d'intégrer avec des vecteurs comme ça. Mais si vous avez, par exemple, x égale 3, la primitive, c'est une primitive de la fonction f de x égale 3. 3x plus une constante, d'accord? Il suffit de reprendre la constante, de multiplier par x, puis de rajouter après une constante. On fait la même chose, mais maintenant avec un vecteur qui est le vecteur g. Ici, je peux écrire que l'accélération, c'est ça. Et donc, une primitive de g, c'est simplement le vecteur g fois le temps. D'ailleurs, puisque ça c'est constant, on peut le sortir du signe intégral, si vous voulez. Et donc, il reste le vecteur constant g fois l'intégrale de 1 fois dt, c'est-à-dire g fois t. Donc, j'ai comme ça, directement, sans forcément écrire les composants de tous les vecteurs, j'ai ma primitive. Donc, c'est toujours définir une constante près. Allez, je vais la mettre égale à C1.
Mais qu'est-ce que c'est que ce C1? Il est facile de voir que si je remplace t par 0, ça c'est en fait le vecteur vitesse à l'instant 0. J'aurais pu l'écrire directement. Si vous l'écrivez directement, ça me va aussi. Or, le vecteur vitesse à l'instant 0, ben, comme on est en train d'étudier la chute d'une pomme, elle se fait toute seule la chute. Elle était attachée à l'arbre, et juste après rupture du lien avec l'arbre, hop, elle se met en mouvement sous l'action de la pesanteur. Ça veut dire qu'elle est partie sans vitesse. Donc ici, égal à 0. Donc ça y est, j'ai mon vecteur vitesse. Voilà, v de t égale g fois t. Bon, alors je refais la même chose avec le vecteur position. Je vous rappelle que le vecteur vitesse, on peut le considérer comme la dérivée par rapport au temps du vecteur position. Et donc j'ai r de t, qui est une primitive de v de t. À une constante près. Et donc c'est 1 demi de g fois t carré. Donc c'est un vecteur constant fois une primitive de t carré sur 2, ça me donne ça. Et puis, il faut que je mette a priori le vecteur position à l'instant 0 en fait. Donc, je vais l'appeler OM à l'instant 0. C'est la valeur initiale du vecteur position. Or, si je regarde mon schéma, je me rappelle qu'en fait, mon repère, je l'ai choisi de telle sorte que la pomme était au point O à l'instant t égale à 0. Donc là, c'est pareil. Condition initiale, ça fait 0. Puisque le point M était au point O à l'instant 0. Voilà, donc j'ai trouvé l'expression de ce vecteur position au cours du temps. Oui? Si on avait décomposé avec x et y comme on ferait la même chose, c'est ça? Oui, si on avait écrit les trois composantes, à la limite x, y et z, on aurait trouvé la même chose. Alors d'ailleurs, je l'écris maintenant. Je peux écrire avec ça que le vecteur position, au cours du temps, en gardant le repère que j'ai introduit là en bleu, vous voyez que le vecteur g qui est là, il n'a pas de composante suivant x. Si vous voulez, je vais l'écrire vraiment doucement la première fois. Mais ça, c'est le genre de truc qu'il faut pas écrire une fois que vous avez compris. Tout ça, c'est un vecteur en fait. C'est un nombre multiplié par un vecteur, donc c'est un vecteur. Ce vecteur, il a trois composantes suivant x, y et z. Donc voilà, j'écris sa composante x, j'écris sa composante y, et j'écris sa composante z. Voilà, z, c'est bien sûr, j'ai pris un repère orthonormé, base orthonormée, direct, mettons. Le vecteur z, il est perpendiculaire au tableau. Bon, donc ce vecteur position, je le simplifie immédiatement, puisque g est vertical, il est suivant y. Et vous voyez que j'ai pris en plus un axe y qui descend. C'est peut-être pas ce que vous auriez fait a priori, mais ça simplifie encore les équations. G descend, donc j'ai pris y qui descend. Donc voilà, j'ai aucune composante horizontale pour le vecteur g. J'ai une composante verticale vers le bas, c'est-à-dire dans le sens de y, donc c'est quelque chose de positif. Donc ça me fait 1 demi de la norme du vecteur g fois t carré. Et puis pour z, c'est pareil, j'ai aucune composante. Donc vous voyez qu'en fait, ça, ce que j'ai écrit là, c'est encore, on peut l'écrire, quel que soit le repère. C'est indépendant, donc vous avez une relation vectorielle comme ça, c'est indépendant du repère. Il y a juste l'origine du repère qui intervient ici dans la constante, mais je peux encore inverser le sens de mes axes à partir de ça. Et évidemment, on peut écrire ça plus simplement, soit r de t égale donc 1 demi de g t carré fois EY, je vais noter, je vous rappelle, EY, le vecteur unitaire dans la direction de l'axe Y. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ça, c'est quelque chose, pour ceux qui n'ont pas fait de physique en terminale, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver tranquillement dans les livres de terminale. Donc, vous allez me dire peut-être que vous n'avez pas de livre de spécialité en mécanique. En fait, vous trouvez ça sur Internet très facilement. Par exemple, j'ai remarqué que sur Hachette, vous tapez Hachette, physique terminale, spécialité, et vous avez le livre en ligne. Vous avez accès à tout le livre.
hein. Vous n'avez pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Donc si vous voulez voir les exercices qui ont été faits en terminale, il y a ce genre de truc, c'est c'est le b.a.-ba, quoi. C'est le truc le plus classique, c'est le cœur du programme de terminale. Question? Il y en avait une tout à l'heure? Il n'y en a plus? Oui? Le vecteur unitaire, c'est pour que ça reste un vecteur ou Ça c'est un vecteur, oui. Parce que ça c'est un vecteur, le vecteur position. Voilà. Alors ma question en fait c'était combien de temps ça dure cette chute? Alors c'est vite fait, hein, vous pouvez le faire en même temps que moi, pendant que j'efface le tableau. Sachant que la hauteur initiale de la pomme c'est h. Donc il faut que la distance parcourue depuis le point haut dans la direction y vers le bas soit égale à justement ce h. Donc pour la durée de chute, je vais la nommer. N'oubliez pas quand vous faites un exercice de nommer ce dont vous avez envie, de ce dont vous avez besoin dans les équations. Donc je l'appelle TC tel que, elle est telle que, donc 1 demi de gt carré est égal à cette distance h. Je mets évidemment TC comme temps de chute, et donc je résous, ça fait TC égale racine de 2h sur G. Voilà. Quand on a ça, qu'est-ce qu'on fait normalement? Bon là c'est vraiment très très simple, hein. Mais normalement on va aboutir à une formule après peut-être une dizaine de lignes de calcul. Donc c'est important régulièrement de vérifier par calcul dimensionnel est-ce que c'est homogène ou pas. Je vous le mets comme ça à titre d'exemple pour vous, hein. Vérifiez l'homogénéité d'une formule comme ça. Vérifiez que vous êtes capable de refaire ça. Voilà. Pour chez nous. Non, c'est pas maintenant. Oui, s'il y avait eu comme composante x quelque chose autre que 0, il aurait fallu faire autrement. On va le faire. On va le faire juste après. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser tomber un objet, on va, en suivant le programme de terminale, on va lancer un objet avec une certaine vitesse initiale. Vous allez voir ce que ça change, ce que ça ne change pas. Voilà. Donc, ça semble vraiment tout simple, mais ce n'est pas du tout la vision qu'on avait, par exemple, au Moyen-Âge. Bon, les premières théories là-dessus datent d'Aristote. Elles ont été recopiées par tous les gens jusque dans les années 1600 à peu près, vers Galilée. Et en fait, à l'époque, on disait que tout simplement pour une pomme comme ça, le lieu naturel des objets comme la pomme, des objets terrestres, c'était le bas. Et leur mouvement naturel, c'était l'immobilité. Naturel, c'est opposé à artificiel. Pour faire bouger un objet, il fallait une intervention extérieure. Voilà. Bon, il y avait un autre cas de figure, c'était pour expliquer le mouvement de la Lune, parce qu'on voyait bien que la Lune tournait autour de la Terre. Donc en fait, à l'époque, il y avait deux physiques. Il y avait la physique sublunaire, c'est-à-dire pour tous les objets qui étaient moins hauts que la Lune, il y avait le lieu naturel de ces objets-là, c'était le bas, l'immobilité. Et puis à partir de la Lune, et pour tout ce qui était plus loin, leur mouvement naturel, c'était le mouvement circulaire uniforme. Voilà. Alors, c'était ça l'état de la mécanique quand Galilée a commencé avec son principe d'inertie. Vous voyez le progrès parcouru, hein, Newton était largement capable d'écrire ça. La chute libre toujours, mais avec une vitesse quelconque à l'instant initial. Donc c'est ce que j'ai appelé lancer parabolique, petit 2. Je vais mettre chute libre parabolique. Donc on va lancer un caillou, mettons, d'une certaine hauteur h. Voilà. Donc le système, c'est le caillou, le référentiel, c'est le référentiel terrestre, c'est un peu la flemme de le mettre à chaque fois. Hein. Mais bon, en principe, dans un DS, il faut écrire ça en colle, il faut écrire ça une fois au moins. Je prends cette fois un repère, hein, pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de faire toujours la même chose, un repère comme ça, avec le bas là, l'axe des X, mettons, il va être collé au sol.
Et le caillou, donc il commence sa trajectoire, sa chute, à partir d'une hauteur h. Et la hauteur, pour la verticale, je vais mettre l'axe y. Bon. Ce caillou, on l'envoie avec une certaine vitesse v0, donc vecteur v0 de norme, évidemment v0. Et ce vecteur vitesse, il ne va pas être horizontal, il va être incliné d'un angle alpha avec l'axe des abscisses. Voilà, on met ça en équation. Alors essayez de l'écrire en même temps que moi, essayez de faire l'équivalent de ce que j'ai fait. Bon, l'origine évidemment du repère, c'est le point O qui va être là. Alors c'est encore de la chute libre. Je vais pouvoir l'écrire. Comme c'est une chute, on va supposer que, voilà, c'est marqué là, chute libre. Il n'y a toujours qu'une force, donc je sais d'avance que le vecteur accélération, c'est le vecteur intensité de la pesanteur que je vais considérer encore une fois comme uniforme. Okay. Alors, je peux aller un petit peu plus vite parce que c'est exactement les mêmes équations que précédemment. J'en déduis, en prenant une primitive de l'accélération, j'en déduis l'expression du vecteur vitesse. Et à l'instant 0, en remplaçant t par 0 dans cette équation, la constante qui est là, a priori c'est une constante. Pourquoi j'ai écrit v de 0 ? Parce que si je remplace t par 0, ici ça fait 0, et j'obtiens v à l'instant 0 égale quelque chose que je vais appeler v de 0 ou v0. V à l'instant 0, c'est le vecteur v0 qui figure ici. Voilà. Alors je ne suis pas obligé tout de suite d'écrire les composantes de ce vecteur. Je peux, hein, si c'est la question du sujet, mais je ne suis pas obligé. Donc, si on demande quelles sont les coordonnées du vecteur position au cours du temps, je vais dire que le vecteur vitesse, c'est la dérivée du vecteur position. Inversement, le vecteur position, c'est une primitive du vecteur vitesse. Et donc j'intègre, j'ai le vecteur g fois t carré qui s'intègre en t carré sur 2, donc ça fait 1 demi de g fois t carré, plus le vecteur v0 qui est une constante, c'est la valeur initiale du vecteur vitesse. Donc, lui, c'est v0 fois 1, primitive de 1 c'est t, donc ça fait v0 fois t, plus une constante qui va être, je regarde, quand je fais t égale à 0 ici, t égale à 0, t égale à 0, la constante que je vais mettre ici, je m'aperçois tout de suite que c'est la position, c'est le vecteur position initiale. Donc je vais écrire ça, cette constante, je vais l'écrire R à l'instant 0, vecteur position initiale. Voilà. Bon, maintenant, si on me demande les composantes, je vais utiliser le repère que j'ai introduit. Donc évidemment, je prends EX dans la direction X, EY dans la direction Y, etc. Donc voilà, j'y vais. Si je veux avoir les composantes, j'écris R de t, c'est-à-dire le vecteur position OM à l'instant t. J'écris les trois composantes comme ceci. Donc le vecteur G, je vous rappelle, il n'a de composantes que suivant Y, que suivant la verticale. Donc pour la première ligne, pour la composante X, c'est 0. Donc tiens, je vais l'écrire explicitement. 0 plus le vecteur vitesse. Qu'est-ce qu'il a comme composante? Alors ça, on l'a déjà fait plusieurs fois en TD. Si je veux avoir la composante x du vecteur v0, la composante x, c'est représenté par cette longueur-là. Qu'est-ce que c'est? C'est la norme v0, c'est l'hypoténuse, qui multiplie le cosinus de l'angle alpha. Donc ça fait v0 cos alpha. Donc plus v0 cos alpha, le tout fois t. Et ensuite plus la composante x du vecteur position initiale. Or, initialement, le caillou dont je parle, il était lancé de la hauteur h, donc ça veut dire qu'il était là au départ. Donc, je vais la représenter en bleu. Voilà, c'est ça sa position initiale. Donc, le vecteur position initiale, c'est celui-là. Il est orienté suivant y. Il n'a aucune composante suivant x, donc je vais mettre plus 0. Okay. Je fais la même chose pour y. Alors pour y, j'ai 1,5 de composante y de g fois t carré. Alors là, attention,
Le vecteur intensité de la pesanteur G, c'est un vecteur qui est orienté vers le bas. Je le représente ici, par exemple. Voilà, le vecteur G, il est orienté vers le bas, c'est-à-dire suivant moins Y. Il est à l'opposé du vecteur EY. Donc, quand j'écris ça, eh ben le GY, ici, je vais le mettre en remarque. Remarque, la composante Y du vecteur G, si j'ai pris un axe Y orienté vers le haut, c'est-à-dire le vecteur EY orienté vers le haut, la composante Y du vecteur G, c'est ça que j'écris ici, c'est moins la longueur du vecteur G. C'est moins la norme du vecteur G. Donc, quand je reporte là-dedans, ça me fait, pour la composante Y, ça me fait moins 1,5 de gt carré, plus, maintenant, la composante Y du vecteur V0 orange. La composante Y, c'est ça, je vais bien expliquer, ça fait V0 sin alpha. Donc, plus V0 sin alpha le pi fois t, plus la composante Y du vecteur position initiale, ben, je sais que c'est ça, justement. Donc c'est H fois EY. Donc plus H. Okay, voilà. Et puis composante Z. Alors sur Z, ben, G n'a pas de composante suivant Z. Z, je vous rappelle que c'est un repère orthonormé que je choisis. Donc Z, c'est horizontal, c'est perpendiculaire au tableau. Donc pas de composante pour G, pas de composante pour le vecteur vitesse, parce que bien sûr j'ai dessiné le vecteur vitesse dans le plan du tableau, hein, donc 0. Et puis pas de composante non plus pour le vecteur position initiale. Voilà. Donc les deux seules composantes intéressantes, ce sont celles-là. Alors, si vous avez du mal avec cette notation vectorielle, sachez qu'il est toujours possible de rédiger autrement, c'est ce qu'on m'a suggéré tout à l'heure, en décomposant les trois coordonnées. C'est-à-dire que à partir de ça, on écrit le vecteur accélération, il a trois composantes qui sont AX égale à 0, AY égale moins G et AZ égale à 0. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On prend les composantes une par une et on intègre. Pourquoi je fais ça? Parce que, évidemment, ça gagne. Hein, ça gagne je ne fais qu'une fois l'intégration. Cette formule, je ne l'écris qu'une fois. Alors que si vous prenez les composantes par composante, peut-être que ça vous semblera mathématiquement un petit peu plus simple au début, mais vous allez devoir faire 3 fois l'intégration pour aboutir à des trucs qui sont quand même assez évidents. Okay, donc autant s'habituer à cette expression vectorielle. Okay, mais dites-moi s'il y a un truc pas clair là-dedans. Voilà, donc les vecteurs position. Qu'est-ce qui peut être intéressant? Par exemple, si on donne le vecteur vitesse, hein, il est clair que le vecteur vitesse, je vais mettre de même, que le représenter graphiquement. De même pour le vecteur vitesse, on a un vecteur vitesse qui a comme composant, donc suivant ce que j'ai écrit ici, V0 cosinus alpha, ici, et puis sur Y, c'est V0 sin alpha moins gt. Et puis pour Z, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de remarquable dans ce cas-là? C'est que déjà, la composante x, elle est constante. Okay, c'est-à-dire que quand vous lancez ce qu'on vient de prévoir là, avec le principe fondamental de la dynamique, c'est que quand on lance un objet, comme une craie, comme n'importe quoi, tant qu'on peut négliger les frottements, eh bien, la composante horizontale de la vitesse ne change jamais. Alors ça, c'est un petit peu normal, entre guillemets, parce que le principe d'inertie nous dit que quand il n'y a pas de force qui s'applique sur un objet, la vitesse ne change pas. Alors on peut généraliser un petit peu le principe d'inertie en disant que finalement, dans ce cas-là, à l'horizontale, il n'y a pas de force qui s'exerce. La seule force qui est exercée, c'est une force qui est verticale. Mais à l'horizontale, il n'y a pas de composante de force. Il n'y a pas de force horizontale. Hein, d'une manière un petit peu abusive, on pourrait dire ça. S'il n'y a pas de force horizontale, il n'y a pas de variation du vecteur vitesse à l'horizontale. Voilà pourquoi ce terme-là, il est constant. Okay. Bon, par contre, il y a une force à la verticale, donc il y a bien une variation de la composante verticale du vecteur vitesse. On peut représenter ça graphiquement, en mettant, voilà, Vy comme ça, au cours du temps.
Et donc la valeur initiale, c'est V0 sin alpha. Et moins GT, ça veut dire que ça évolue de manière linéaire. Hein. C'est une fonction affine qu'on a ici. Donc là, j'ai V0 sin alpha. Et ce que je représente, c'est VY en fonction du temps. Voilà, je vais l'écrire en jaune, plus gros. VY fonction du temps. Donc on voit bien qu'il y a un moment d'ailleurs où VY va s'annuler. Quand VY s'annule, Paul, où est-ce qu'on en est sur la trajectoire à votre avis? On en est au maximum, effectivement. La composante VY, elle est positive quand l'objet monte, elle est négative quand l'objet descend. Donc ça veut dire qu'entre cet instant initial et cet instant-là, l'objet était en train de monter. Ici, hein, je vais mettre avec des pointillés. Là, ça monte. Et après, ça descend. Bon, bah, entre les deux, évidemment, c'est le moment où l'objet arrive à son sommet, hein, au sommet de sa trajectoire. Alors, je parle de trajectoire, alors que là, pour l'instant, on n'a pas encore d'équation de trajectoire. Pour avoir l'équation de la trajectoire, je vous rappelle, il faut avoir un lien entre les coordonnées, mais qui ne fasse pas apparaître le temps explicitement. Ici, on dit qu'on a une équation paramétrique du mouvement. Je vais l'écrire. Tout ça, c'est l'équation paramétrique du mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire paramétrique? Ça veut dire qu'on décrit le vecteur position à partir d'un paramètre, une variable, qui est ici le temps. Équation paramétrique du mouvement. Voilà. Si par exemple on s'intéresse à ça, hein, je ne pense pas que le mot soit au programme, mais la description mathématique qui est là, V fonction du temps, ça s'appelle l'odographe du mouvement. On verra peut-être ça en exercice. Alors, ce que j'étais en train de dire, oui, c'est qu'on n'a pas encore explicitement au tableau la trajectoire. La trajectoire, c'est un lien entre y et x, sachant que z va toujours être égal à 0. On peut dire que le mouvement est plan. Hein. Alors, on va mettre tout ça. Donc, trajectoire. Alors, on sait que z est égal à 0, donc les mouvements comme ça, qui sont contenus dans un plan, on appelle ça les mouvements plans. Mouvement plan. Voilà. Et puis ensuite, si on cherche le lien entre y et x, eh bien, il y a une façon de le faire, c'est de remplacer dans cette expression, de remplacer t par quelque chose qui ne dépend que de x. Donc on peut utiliser ça. Je vous rappelle que ça, c'est la composante x. Je vais l'écrire ici. Comme on a x égale v0 cos alpha fois t, eh bien, on en déduit évidemment qu'à l'inverse, t, c'est x divisé par v0 cos alpha. Voilà. Alors, on peut remplacer ça dans l'expression de y. Donc, ça nous donne y est égal à moins 1,5 de g fois ce t au carré. Donc, je mets, voilà, x sur v0 cos alpha, c'est ça que j'ai mis au carré. Ce qui est dans la parenthèse, c'est juste le temps. Et ensuite, plus v0 sin alpha fois t qui est x sur v0 cos alpha. Voilà. Puis il me reste plus h. Voilà. Ça, c'est, on peut dire, c'est l'équation de la trajectoire. Je peux mettre y, hein, quand je m'aperçois que j'ai bien remplacé tous les t par des x, je peux dire que j'ai exprimé y à partir de x. Y fonction de x. Voilà, évidemment, on peut le simplifier un petit peu. Je vais mettre soit y de x égale 1 sur 2v0 carré cos carré alpha fois x carré. J'ai oublié g. Voilà. Ensuite, plus les v0 ils se simplifient. Ici, j'ai tangente alpha fois x
et plus h. Oui. Moins, il y a un moins, merci, ici. D'accord, donc ça c'est l'équation de la trajectoire. C'est une relation entre y et x. Hein, équation de la trajectoire. Okay. Bon, et on s'aperçoit mathématiquement, vous reconnaissez tous l'équation d'une parabole. Puisque vous avez une fonction qui est un polynôme du second degré en x. Donc l'équation de la trajectoire, parabole. Donc tant que vous avez un objet qui est en chute libre, tant que ce n'est pas vertical, vous pouvez reconnaître une parabole dans la trajectoire. Et donc, tant qu'on peut négliger, par exemple, effectivement, les frottements. Okay. Voilà, évidemment, cette expression n'a de sens que si je peux faire ce remplacement ici. Or, quand j'écris ça, qu'est-ce qui pourrait se passer de grave mathématiquement? Voilà, il se pourrait que cos alpha soit égal à 0. Quand vous avez un dénominateur en physique, il faut se méfier pour vérifier ce qui se passe à ce moment-là. Ça ne définit que si cos alpha est différent de 0, c'est-à-dire si alpha est différent de pi sur 2. C'est-à-dire si je ne suis pas en train de faire un mouvement à la verticale. Le mouvement vertical, on l'a déjà fait dans le paragraphe d'avant. Hein, donc ça, je peux mettre si alpha est différent de pi sur 2 ou moins pi sur 2, hein, ou plus ou moins pi sur 2, qui est la chute libre verticale. C'est pareil évidemment pour la tangente, elle n'est pas définie si alpha est égal à plus ou moins pi sur 2. C'est bon pour tout le monde? Voilà, alors ça, je pense qu'avec ça, on a fait le tour du programme de terminale, quasiment. Ici, en terminale, on fait aussi il y a un petit paragraphe sur le mouvement circulaire uniforme des satellites. On verra ça un petit peu après. On va maintenant faire un petit peu de nouveau, pour tout le monde, en principe. On fait le cas de la chute, mais pas libre, la chute avec frottement. Alors, pour bien se rendre compte qu'il peut y avoir des frottements, je vais changer, je ne vais pas prendre une boule de pétanque ni une pomme, je vais prendre une balle de ping-pong. Hein, donc, l'exemple, c'est une balle de ping-pong qu'on laisse tomber, pour l'instant, on va dire qu'on la laisse tomber sans vitesse. Hein, donc, elle va faire une chute verticale, évidemment. Exemple, balle de ping-pong. Lâchée sans vitesse. Voilà. Bon, alors vous savez bien que si vous lâchez une balle de ping-pong sans vitesse, elle va tomber moins vite qu'une boule de pétanque, hein, même si on la lâche de quelques mètres de hauteur, donc c'est facile, ça serait facile de mettre en évidence cet aspect-là. Par contre, ce qui était moins évident, c'est que par exemple, vous lâchez une pomme là, du deuxième étage, vous lâchez une pomme et une boule de pétanque, le fait que j'ai pu simplifier dans les équations par la masse de l'objet, ça veut dire que la pomme et la boule de pétanque tombent à la même vitesse. Elles arrivent, très peu de choses près, elles arrivent en même temps au sol. Et ça, c'est quelque chose d'assez surprenant. Et d'ailleurs, à l'époque de Galilée, justement, c'était quelque chose qui était reproché à Galilée ou d'autres. On disait, mais non, c'est pas possible. De toute façon, d'après vos équations, vous devriez avoir le même temps d'arrivée. Or, il est évident que ça ne sera pas le cas. À l'époque, en fait, on ne faisait pas d'expérience. On n'avait pas le réflexe de vérifier si oui ou non les théories étaient valides. Voilà. On ne faisait que, la physique c'était une sorte de branche des mathématiques, on ne faisait que des déductions comme en mathématiques. On ne prenait pas la peine d'aller vérifier si le modèle, la mise en équation était correcte. Bon, il y avait d'ailleurs d'autres explications pour la chute libre parabolique à l'époque. Il y a des gens qui avaient essayé de décrire la trajectoire des boulets de canon. Parce que pour la guerre, évidemment, c'était important de savoir quelle était la portée des tirs, etc. Et en gros, la théorie, c'était que voilà, si j'éjecte à partir d'ici, j'éjecte un boulet de canon, eh bien, le boulet de canon, il partait en ligne droite, et au fur et à mesure, il perdait de sa force.
Et quand il avait plus de force, quand il était fatigué en quelque sorte, comme nous, et ben hop, il retombait comme ça. Voilà. Donc c'était juste avant Galilée et Newton, c'était ça la mécanique. On n'essayait pas de vérifier, euh, ce qu'on disait. Il y avait des gens très respectables comme Aristote qui avaient parlé une fois pour toutes, ça devait se passer comme ça. Voilà. Et Galilée, par exemple, a mis en évidence que ça c'était complètement faux. Et comment il l'a fait? Il a ralenti le mouvement en faisant rouler des billes sur des plans inclinés. Il s'est aperçu qu'il avait, face à lui, il avait des paraboles. Hein. Donc après, il a imaginé le cas où son plan incliné, il le relevait de plus en plus, et il est arrivé, qu'à limite, il est arrivé au cas de la chute libre. Bon, c'était pas facile, on n'avait pas de caméra ultra rapide à l'époque aussi. Hein. C'est vrai que c'était pas toujours facile de vérifier les choses. Bon alors, je reviens au sujet de la chute avec frottement. Alors, la balle, je vais la lâcher du point origine, et puis la force de frottement, on va faire un cas relativement simple. La force de frottement, on va admettre qu'elle est proportionnelle à la vitesse. Alors, c'est pas complètement absurde parce que si vous êtes, je sais pas, vous êtes en train de conduire une voiture, vous ouvrez surtout pas le faire, hein, vous êtes en train de conduire, ou c'est plutôt votre voisin, voilà, dans une voiture, vous ouvrez la fenêtre, vous sortez la main, vous sentez bien que votre main elle est poussée en arrière. Et plus vous allez vite, plus votre main est poussée en arrière. Donc la force de frottement, elle est d'autant plus grande que la vitesse est grande. Maintenant, est-ce que c'est proportionnel? En fait, ça peut se discuter. À basse vitesse, oui, c'est proportionnel. Si la vitesse est plus importante, c'est proportionnel au carré de la vitesse. Vous verrez ça en mécanique des fluides un petit peu après. Alors, on va faire le cas le plus simple où la force de frottement, on va supposer qu'elle reste proportionnelle à la vitesse. C'est vrai si la vitesse n'est pas trop grande. Donc, voilà, j'introduis déjà mon repère. X comme ça, Y comme ça. Et vous voyez comment je choisis. L'origine du repère, je la place, c'est le point haut, je la place au niveau de la position initiale de la balle, parce que je sens que ça va être plus facile comme ça. Et puis l'axe Y, puisque la balle elle va tomber vers le bas, vertical, je mets un axe Y vers le bas. Mais je ne suis pas obligé, hein, c'est juste pour éviter d'avoir plein de signes moins dans mes équations. Voilà. Donc on a ça. La force de frottement, donc je vais l'écrire avec un coefficient de proportionnalité que je vais noter alpha. Okay. Donc, bon, j'avais dit dans l'ordre, on précise normalement le système, c'est la balle de ping-pong. Le référentiel, c'est le référentiel terrestre supposé galiléen. Ensuite, on fait un bilan des forces. Alors là, il y a plus qu'une force, on va faire quand même un petit schéma. Voilà, une jolie balle de ping-pong. Et bilan des forces, donc, vous avez le poids évidemment. Alors, on représente toujours les objets par des points théoriquement. Hein. Il ne faut pas que votre objet soit trop gros. Vous pouvez toujours représenter l'objet par un point, même si c'est un skieur, c'est un point, ne vous embêtez pas, il n'y a aucun souci. Le poids. Ensuite, on pourrait représenter la force de frottement. Alors, mettons qu'elle est déjà en train de se déplacer. Cette balle de ping-pong, elle est déjà en train de tomber. Alors, je vais mettre un vecteur vitesse orienté vers le bas à cet instant-là. La force de frottement, elle est opposée à la vitesse. Donc, voilà, elle va être orientée comme ça. Force de frottement. F. Je vais mettre frottement. Bon, et je vais supposer qu'elle est proportionnelle à la vitesse. Donc, comment on écrit ça? Je vais écrire que c'est moins une certaine constante que je vais noter alpha fois la vitesse, fois le vecteur vitesse. Alpha, ici, ça va être une constante. Bon, évidemment, on pourrait aussi faire intervenir la poussée d'Archimède. Je ne vais pas m'embêter avec ça dans un premier temps. Alors, mise en équation, on écrit le PFD après ce bilan des forces. Le bilan des forces, en fait, il suffit de faire un petit schéma. Il n'y a pas besoin de rédiger plein de lignes. Hein. Ce que j'écris, ça doit suffire. Donc, avec ça, on écrit le principe fondamental de la dynamique. Donc, c'est tout simple, c'est le poids plus la force de frottement, qui est, je vais l'écrire directement, moins alpha v, c'est égal à la masse fois l'accélération. Okay. Alors, là-dedans, donc, j'ai le poids qui est une constante, mais la vitesse, elle va varier. Et l'accélération aussi va varier.
je ne connais a priori ni l'accélération ni la vitesse. Je ne connais que le poids. Donc là, c'est pour ça que c'est un petit peu plus compliqué que tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va reconnaître à partir de ça une équation différentielle que vous savez résoudre, en principe. Alors pour faire apparaître ça, je vais écrire explicitement que le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse. M fois dv sur dt. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais essayer de regrouper, juste pour présenter les choses comme vous les voyez en terminale. Hein. Vous me direz ce que vous avez vu, confirmerez que vous comprenez ce que je dis. Hein. C'est important que je vérifie au fur et à mesure. Je vais regrouper tout ce qui dépend de la vitesse. Et je vais diviser par m à gauche et à droite. Donc ça me fait dv sur dt plus alpha sur m fois le vecteur vitesse est égal à P sur M, et P sur M, ben, c'est égal à G. Là-dedans, le vecteur vitesse, c'est quelque chose qui va varier, ça dépend du temps. Donc on peut mettre, si on veut, mais en général on ne l'écrit pas parce que c'est un petit peu trop lourd, on peut mettre la variable petit t, V dépend du temps. Donc c'est la dérivée du vecteur vitesse, que je ne connais pas, plus la constante alpha sur M, que multiplie le vecteur vitesse que je ne connais pas, ça fait un vecteur G que, lui, je connais. C'est l'intensité de la pesanteur. On va encore une fois supposer qu'elle est indépendante de l'altitude. Donc là, j'espère que vous commencez à reconnaître une équation différentielle. Pour être sûr que tout le monde comprend bien, parce que tout le monde n'a peut-être pas eu les mêmes notations aussi en terminale. On va faire un tout petit rappel d'équation différentielle. On voit bien que ça ressemble à donc analogue à ce que vous avez vu en mathématiques. Donc c'est f' de x plus a fois f de x est égal à une constante qu'on va appeler grand C. Ça, j'ai regardé dans un bouquin de maths de terminale comment vous écriviez les équations différentielles. Je vérifie que c'est comme ça. Alors, c'est pas toujours f. Dans le bouquin que j'ai vu, c'était y. Mettez ce que vous avez l'habitude de voir. Voilà. Dans un bouquin de maths de terminale, j'ai vu ça. Alors peut-être que dans un premier temps, on se rappelle tous de la solution. Est-ce que vous êtes en train de faire ça en maths? Oui. Ah bah c'est bon, alors vous maîtrisez. Je ne vais pas passer 3 heures à faire ça. Donc du coup, la solution, c'est Jules au fond, je sais pas. Si? Oui, allez-y, dites-moi alors, c'est quoi la solution? Moins la primitive, mais donc là c'est une constante. Donc c'est. Alors, qui est sûr de lui? Oui. Voilà. Alors, c'est pas t ici parce que pour l'instant, je suis sur les mathématiques. Lambda exponentielle moins ax. Est-ce que c'est tout? Plus quoi? Plus c? Non. Alors, j'ai l'impression que c'est pas comme ça que vous l'écrivez. Voici. Pardon? Plus une constante k. Alors, oui, mais cette constante en fonction de grand C de A, oui. Moins B sur A, moins C sur A. Tout ce que j'ai entendu est faux pour l'instant. Non plus. Alors, je pense que c'est pas comme ça que vous écrivez les équations différentielles en mathématiques. Alors, je vous donne la réponse et puis après, vous me direz comment vous les écrivez. C'est plus grand C sur A. Il y a un plus. Donc, c'est pas n'importe quelle constante, c'est une fois qu'on a la constante grand C, c'est C sur A. Comment est-ce que vous écrivez les équations? Oui. C'est exponentielle de moins a ou de moins ax, hein, parce que là j'ai quitté un instant, je fais maths, j'ai quitté un instant la physique, pour pas y aller trop brutalement sur mes vecteurs, je vérifie comment vous écrivez les choses en mathématiques. Voilà, alors moi comment je vois ça? Bon, là par exemple, ce qu'on m'a dit avec la primitive, c'est pas ce qu'on dit en terminale, je crois pas. En terminale, on fait que le cas où ça c'est une constante. Hein. Et donc on vous dit en terminale de vérifier que quand vous dérivez exponentielle moins ax, ça fait moins a exponentielle moins ax.
Et donc, ça donne bien y' plus ay égale à 0, a priori. Ça, c'est ce qu'on appelle l'équation homogène. Quand vous avez 0 à droite au lieu de grand C, la solution, c'est à un facteur près, c'est exponentielle moins ax. C'est facile de vérifier que ça, c'est bien solution de ça. Et ce qu'on admet, c'est facile à démontrer, c'est que c'est bien la solution la plus générale quand on a une certaine liberté sur lambda. Ensuite, comment trouver la solution particulière ici? C'est une solution toute simple, il suffit de prendre la solution particulière dont je parle, c'est la solution de l'équation complète. Il suffit d'aller chercher une solution constante. Pourquoi? Parce que si c'est une solution constante, dans ce cas, y' vaut 0, qu'est-ce qui reste? Il reste ay égale c, y égale c sur a. Donc il n'y a pas besoin de connaître par cœur la solution, ça, c'est la solution constante. Alors, j'ai certainement pas pris, puisque je vois qu'il y a beaucoup d'hésitation, la notation des maths actuellement. Comment s'écrivent vos équations différentielles? J'aimerais bien l'entendre, savoir ce que vous faites. En mathématiques avec M. Béal, oui. Tu passes de l'autre côté. Plus ay plus c. Ah, plus c, d'accord. Ce qui vous a perturbé, c'est que le c il est à droite. Oui. Égal à b. Oui, ben dans ce cas, c'est vraiment la mienne. Au lieu de c, c'est un b. D'accord? Donc si vous voulez, si ça vous parle plus, je viens, on met un b. Voilà. Bon alors, ça, il faut que ce soit bien clair. Moi, ce qui m'intéresse moins, c'est le cas où a, c'est une fonction quelconque. Vous savez peut-être faire ça en mathématiques, mais je ne vais pas vous embêter avec ça en physique. Il faut au moins savoir résoudre dans le cas d'une constante ici. Voilà. Alors maintenant que ça c'est fait, vous avez vu comment on s'est débrouillé avec des vecteurs tout à l'heure pour faire la chute libre. Au lieu d'intégrer composante par composante, on a intégré avec les vecteurs. Eh bien, on peut faire la même chose avec des équations différentielles. On peut voir ceci comme une équation différentielle avec une inconnue qui est une fonction vectorielle, et on a le même type de solution. Donc solution, voilà, je ferme la parenthèse de mathématiques, je reviens à la physique là. En physique, attention, la variable c'est souvent le temps. Donc on se rappelle que, voilà, il ne faut pas écrire des x à partir de là. Vous avez le droit pour vous d'ailleurs, je vous conseille, tant que vous n'êtes pas tout à fait au clair là-dessus, vous écrivez sur la marge, dans votre feuille de physique, vous écrivez les expressions mathématiques avec des x, si vous préférez, et après vous revenez à la variable temps. Donc solution mathématique générale, disons, pour le vecteur vitesse, par lecture tout simplement de la solution mathématique, on voit que V, ça va être à une constante multiplicative près, ça va être exponentielle de moins ce facteur fois le temps, plus la solution constante. Donc j'y vais. Donc ça me fait V égale un certain facteur constant. Alors je vais le noter moi grand C avec un vecteur dessus. Puisque je mets un vecteur. Grand C exponentielle de moins et le facteur c'est donc alpha sur m fois t plus la solution constante. Alors, quelle est la solution constante? Elle se lit immédiatement ici. Si V est une constante, alors, regardez ici, si V est une constante, ça veut dire que dV sur dt vaut 0. Donc ça y est, j'ai immédiatement sous les yeux une solution particulière de l'équation complète. C'est V égale m fois g divisé par alpha. Donc j'y vais, plus m fois g divisé par alpha. Donc ça reste vrai mathématiquement, c'est une solution quelle que soit la valeur de cette constante C. Voilà, constante, c'est une égale constante. Mathématiquement, ça peut être n'importe quoi cette constante, mais en fait, il va falloir revenir à la physique. La physique nous dit que, par exemple, à l'instant initial, la balle, elle n'avait pas de vitesse, lâchait sans vitesse. Donc c'est ça qui va déterminer la valeur de cette constante. C égale constante, déterminée par les conditions initiales. Conditions initiales. Voilà. Donc
j'écris justement, condition initiale, at égale à 0, v doit être égal à 0. Comme ça doit être égal à 0, je mets un point d'exclamation. Ça c'est ma notation à moi, c'est pas tout le livre de physique. Mais quand je veux que quelque chose soit vrai, quand je dois trouver la valeur d'une certaine constante pour que ce soit vrai, je mets un point d'exclamation en disant je veux que ce soit vrai. Voilà. Or, quand je remplace t par 0 dans cette expression, je vois que ça fait c fois exponentielle de 0, je sais que ça fait 1, plus mg sur alpha. Si c'est égal à 0, ça veut dire que ça impose que c, le vecteur c que je cherchais, il vaut en fait moins mg sur alpha. Et donc je reviens au problème. En fait, la solution que j'ai trouvée, ça c'est la solution mathématique. C'est vrai, ça marche quel que soit le vecteur constant que j'ai mis ici. Et la solution physique, c'est quand je remplace c par ça. Donc je reviens ici, ça fait d'où v de t, en mettant en facteur mg sur alpha, ça fait mg sur alpha, facteur de 1 moins exponentielle moins alpha sur m fois t. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Alors, ça c'est, j'aurais pas dû effacer mon équation différentielle, j'avais dv sur dt. Alors, je vais le noter un peu plus comme en mathématiques. V' de t plus alpha sur m v est égal à g. C'était ça mon équation différentielle. Donc ce que je vous ai dit, c'est que pour résoudre une équation différentielle, c'est juste un rappel de mathématiques. Ça c'est une équation, du point de vue mathématique, c'est une équation différentielle linéaire à coefficient constant. Donc vous avez appris que dans ce cas-là, pour trouver la solution générale, qu'est-ce qu'on fait? On commence par résoudre cette équation-là avec un 0 à droite. Ça nous donne l'exponentielle machin. Mais ça c'est bon, ça vous l'avez compris. Et on rajoute à cela une solution particulière de l'équation complète, qui est là. Et là je vous dis, c'est là qu'il n'y a pas besoin d'apprendre par cœur la solution complète, il suffit de trouver une solution constante. Si elle est constante, la solution, c'est-à-dire si v est un vecteur constant, dans ce cas, ça disparaît. Qu'est-ce qui reste? V égale m fois g sur alpha. Voilà. Oui, la solution particulière est présente parce que alpha sur m c'est une constante. Alpha sur m est une constante. Voilà. Donc quand vous avez une équation linéaire à coefficient constant, au lieu d'apprendre par cœur l'expression de ce qu'il y a à droite, vous pouvez dire il existe visiblement une solution constante. On l'a sous les yeux, en supprimant ce terme-là. Voilà. C'est bon? Alors, oui? Pourquoi moins mg sur alpha, ça doit être égal à c? Parce que ça plus ça doit être égal à 0. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a fait quelques lignes de calcul? Normalement, il faut vérifier l'homogénéité du résultat. Alors, pareil, je vais mettre ça à titre d'exercice pour vous. Vous me dites si c'est... Encore un quart d'heure. Vous me direz si c'est l'heure, si je dépasse. À votre avis, sans faire de calcul d'homogénéité, si je ne me suis pas trompé, ça peut m'arriver, comme surveiller, si je ne me suis pas trompé, quelle est la dimension de alpha sur m? Tristan, quelle est la dimension de alpha sur m, normalement? Si cette équation a un sens, si je ne me suis pas trompé. Pas de dimension? Si, c'est une dimension. C'est l'inverse d'un temps, effectivement. Alors, je vais l'écrire justement pour faire apparaître ça. Bon, pourquoi? Je vous rappelle, parce qu'une exponentielle n'a pas de dimension. L'argument d'une exponentielle ne doit pas avoir de dimension. Ça a la dimension d'un temps, donc ça doit être compensé par une constante qui doit avoir l'inverse d'un temps. Donc je peux poser, puisque je sais que m sur alpha va être un temps, je vais l'appeler, pour simplifier, je vais l'appeler tau. Tau, c'est une durée. C'est un truc, une notation très classique en physique. Donc, on pose tau égale, par définition, m sur alpha. Et qu'est-ce qu'on a dans ce cas? C'est juste pour simplifier un petit peu les notations, puis parler d'homogénéité.
Ça nous donne taux fois g, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux. Voilà. Donc, sous cette forme-là, on voit bien que cette expression elle est homogène. Pourquoi? Parce que si taux c'est un temps, t sur taux n'a pas de dimension, l'exponentielle n'a pas de dimension, je le rajoute à 1 qui n'a pas de dimension, tout va bien. Si là, par exemple, il y avait marqué par exemple vitesse, tout de suite, il faudrait se dire, il y a un problème. Si par exemple ici, il y avait marqué V0, j'aimerais bien que tout le monde se rappelle de l'utilité du calcul dimensionnel et se dise, bah non, ça ne peut pas être un V0, parce qu'à côté, j'ai une exponentielle qui n'a pas de dimension. On n'ajoute pas, on ne soustrait pas des patates et des carottes. Pas de dimension, pas de dimension. Ça va ensemble. Ça, c'est important pour vérifier sans arrêt vos calculs. On fait tous des erreurs. Moi, en particulier, je suis très distrait, j'en fais beaucoup, mais je n'arrête pas de me relire. Je vérifie rapidement, de tête, si possible, l'homogénéité. Ensuite, maintenant, puisque tout le crochet n'a pas de dimension, il faudrait vérifier si ça, c'est bien une vitesse. Eh bien, ça marche. Pourquoi? Parce que G, on a dit tout à l'heure que G avait la même dimension que le vecteur accélération. Tout à l'heure, on est parti de A égale G. Donc, ça, c'est la dimension d'une accélération. Mais ça, c'est la dimension d'un temps. Une accélération fois un temps, c'est bien homogène à une vitesse. Donc, ma formule, elle est homogène. Il reste juste un petit truc à vérifier. Je ne l'ai pas fait parce que je voulais que vous le vérifiez vous-même. C'est à titre d'exercice, donc je mets dans une autre couleur. Exercice à la maison, exo. Vérifier à partir de la définition de alpha, vérifier que m sur alpha, que la dimension de m sur alpha, c'est bien un temps. D'accord? Ça, je ne l'ai pas fait. Je l'ai affirmé en disant, si je ne me suis pas trompé, ça doit être vrai. Vérifier à titre d'exercice que c'est bien le cas. D'accord? Mais je ne veux pas aller trop vite, hein, il faut prendre le temps que tout le monde comprenne. Vous me dites si c'est une question sur ce que j'ai écrit. Alors, qu'est-ce qu'on peut calculer par exemple là, avec ça? On peut calculer ce qu'on appelle la vitesse limite de la balle de ping-pong. Vitesse limite, ça veut dire, si vous sentez bien que plus on attend longtemps, plus la balle avance vite. Et donc, à la limite, si on attend un temps quasiment infini, quelle vitesse va avoir cette balle? Comment est-ce qu'on fait pour calculer ça? Il suffit de regarder l'équation qui est là. Alors Louis, qu'est-ce que ça fait? Quelle est l'expression de la vitesse limite? Juste en regardant ça. Quand t tend vers l'infini, vers quoi tend vers cette expression? Vers quoi tend cette expression? Exactement, ça tend vers mg sur alpha. Okay, voilà ce qu'on va appeler la vitesse limite. Donc je mets remarque, limite quand t tend vers l'infini de v de t est égal à mg sur alpha. Pourquoi? Parce que l'exponentielle ici, quand t tend vers l'infini, ça tend vers moins l'infini, exponentielle de moins l'infini, ça fait 0, et donc le crochet il vaut 1. Oui? C'est pour vérifier que la formule est bien homogène. Si vous avez vérifié ça, alors une fois que c'est écrit comme ça, il est clair que le crochet il est sans dimension et que ça c'est homogène à une vitesse. Ça me permet de le vérifier facilement. Et puis ça me permet de simplifier un peu les équations. Voilà, c'est mg sur alpha. Donc finalement, c'est le terme qui est là devant. Donc on peut écrire que, encore plus simple, la vitesse de la balle au cours du temps, c'est la vitesse limite que multiplie 1 moins exponentielle moins t sur taux. D'accord? Alors c'est peut-être pas mal de représenter ça graphiquement, sachant que la vitesse limite est verticale. Évidemment, on n'a qu'une force qui est verticale. Le vecteur g, il est vertical par définition. Donc le vecteur vitesse, il est vertical. On aura, avec les composantes que j'ai introduites, je crois que j'ai mis y vers le bas, donc on aura une seule composante non nulle, c'est la composante y.
J'ai pas compris pourquoi la limite de la vitesse si mg sur alpha. Ben, en fait, il suffit de partir de cette expression et il fait t qui tend vers l'infini ici. Ça fait moins machin, ça tend vers l'infini, moins l'infini. Exponentielle de moins l'infini, ça tend vers 0. Donc tout le crochet tend vers 1. Il reste que ça. Donc voilà, on peut représenter ça rapidement graphiquement. À quoi ça ressemble ça? T, je représente la vitesse en fonction de t. Ce que je viens de dire, c'est qu'au bout d'un moment, la vitesse, elle va atteindre cette vitesse limite qui est mg sur alpha. Vitesse limite. D'accord? Alors, je ne représente pas un vecteur, pardon, je représente la composante verticale, c'est-à-dire ce que j'ai appelé y. Voilà. Verticale, orientée vers le bas, parce que la balle, évidemment, elle tombe, elle descend. À quoi ça ressemble ce crochet? Ben, vérifiez-le rapidement à partir des mathématiques. Je pense que ça ne vous surprendra pas. Si je vous dis que ça ressemble à ça. Alors d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, c'est que en fait, ceux qui ont fait de la physique en terminale, ils le savent d'avance, ça. Pourquoi ils savent d'avance que ça ressemble à ça, cette expression? Ça ressemble à quoi d'autre du programme de terminale? Oui? Thermodynamique? Ah, peut-être aussi, mais voilà, moi je pensais à l'électricité, au circuit RC. Peut-être qu'en thermodynamique, vous avez fait un exemple où il y a ce genre de truc aussi, effectivement. Voilà, donc par exemple ici, ce qu'on peut montrer facilement, je vous le laisse à titre d'exercice, parce que ça intervient souvent en physique, c'est que la tangente ici, si je fais la tangente à l'origine de la courbe, eh bien, quelle est l'abscisse ici? Est-ce qu'il y en a qui le savent déjà? Oui, c'est tau. Alors, si ça ne vous semble pas évident, vérifiez-le. C'est encore un petit exercice à vérifier. Exo. Vérifiez que à vérifier. Quand je dis à vérifier, c'est quoi? C'est que si on calcule l'équation de la tangente à l'origine, si on prend le point d'intersection avec l'asymptote horizontale, eh bien l'abscisse de cette intersection, c'est justement tau, le temps caractéristique qu'on vient d'introduire. Donc ces équations, vous remarquez, si vous avez bien fait le programme de physique en terminale, vous remarquez que ça ressemble au circuit RC. Et d'ailleurs, on pourrait faire une analogie complète, en regardant les équations de base. Voilà, pour ça. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Ah ben oui, là on en est qu'au vecteur vitesse. Alors, c'est presque fini, mais maintenant, essayez de le faire avant moi, je m'arrête 30 secondes. Après le vecteur vitesse, qu'est-ce qu'on doit calculer? Le vecteur position. Allez-y, qu'est-ce que ça va donner à votre avis? Essayez de le faire vraiment avant que j'écrive ça au tableau. On passe du vecteur vitesse au vecteur position par intégration. Allez-y, qu'est-ce que ça donne? Donc pour ça, vous pouvez partir soit de la dernière expression, soit de celle-là. L'avantage de celle-là, c'est qu'elle dépend que de ce qui a été donné au début de l'énoncé. On va peut-être partir de ça. Ou de celle-là qui est équivalente. Voilà, ça me va aussi. C'est peut-être plus court à écrire. Donc il faut chercher une primitive de toute cette expression-là. Alors, je commence à écrire ça. C'est donné donc, le vecteur position est donné par une primitive de, je vais prendre l'expression qui est en bas, la constante de temps tau, que l'on connaît parce qu'on a dit c'est m sur alpha, fois le vecteur intensité de la pesanteur, qui est une constante aussi, g, facteur de le crochet. Voilà. Et par rapport à quoi on intègre, on est en physique, donc la variable c'est le temps dt. D'accord ?
Voilà. Quand j'écris ça, c'est sans les bornes, c'est-à-dire c'est défini à une constante près. Voilà ce qu'il faut écrire. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Vérifiez que vous êtes capable de trouver ça. Non, non. Alors, pour ceux qui n'ont rien écrit, déjà le premier réflexe, normalement, c'est de se demander, quand on a une intégrale, on se demande ce que l'on peut sortir de l'intégrale. Qu'est-ce qu'on peut sortir ici? Taux et G, ce sont deux constantes. Tout ce qui est constant, on le sort de l'intégrale. Ou de la primitive. Donc, il reste juste à intégrer ça. Ça fait un petit peu moins peur parce qu'il n'y a plus de vecteur dedans. Bon, mais ça après, vous savez faire normalement. Alors, Loane, mettons, qu'est-ce que ça me fait comme expression? Donc ça fait R de T égale, donc j'ai tout fois G. Alors donnez-moi une primitive de ce qui est dans là-bas. Une primitive de 1, c'est primitive, pas une dérivée. C'est T. Ok, donc T. Et ensuite, il faut un peu plus dur, il faut une primitive de moins exponentielle moins T sur taux. Une primitive, je répète, de moins exponentielle moins T sur taux. Voilà, allez-y, parce qu'il ne me reste pas longtemps. Alors on vérifie. Quand on dérive l'exponentielle de moins t sur taux, l'exponentielle ça donne exponentielle, mais il faut multiplier par la dérivée de l'argument de l'exponentielle qui est moins t sur taux. Dérivé par rapport au temps de moins t sur taux, c'est moins 1 sur taux. Donc au total, quand je vais dériver ça par rapport au temps, ça fait exponentielle de moins t sur taux, multiplié par moins 1 sur taux. Est-ce que ça va donner ce qui est là-bas quand je dérive? Ben non. Et donc voilà, quand je mets un taux ici et que je dérive ici, il va y avoir taux fois moins 1 sur taux, ça va donner moins 1 et c'est bien ce qu'on veut obtenir là-bas. Donc ça, attention, c'est plus une constante. Alors je ne sais pas comment j'avais appelé la première constante, mais voilà, j'ai une deuxième constante, il ne faut pas l'oublier. Pourquoi? Parce qu'il faut se rappeler qu'il y a des conditions initiales. On sait qu'à l'instant 0, or à t égale à 0, R par définition il vaut 0, puisque j'ai pris l'origine du repère là où la balle a été lancée. Okay. Et donc, je vais remplacer ici, et je dis, donc ça doit faire, il faut que, donc je mets un point d'exclamation, il faut que ça soit égal à, donc taux fois G, facteur de 0 plus taux fois exponentielle de 0, plus ce vecteur constant que je cherche à déterminer. Alors, exponentielle de 0, vous savez que ça fait 1. Donc tout ça, ça nous fait R à l'instance 0. Ça doit être G fois taux au carré plus ce vecteur C2. Donc ça veut dire que le vecteur C2 qui est là, c'est l'opposé. Donc c'est moins taux carré fois G. Et c'est seulement maintenant que je peux donner la solution physique, c'est-à-dire l'expression qui non seulement répond à l'équation différentielle, mais aussi aux conditions initiales. Donc ici, j'en déduis finalement R de t, c'est égal à taux fois G, facteur de t plus taux exponentiel moins t sur taux, voilà, plus cette constante C2 qui vaut moins taux carré fois G. Voilà. Alors, on peut regrouper, hein, vous voyez qu'il y a taux carré fois G ici, donc ça peut se... Allez, tiens, je fais ça en dernière ligne, je vous libère. Donc ça nous fait taux fois G fois T, hein, et puis ensuite G plus taux carré fois G, facteur de exponentielle
moins t sur taux moins 1.